Bonjour et bienvenue à vous, pèlerins du web. L'ethnicité est importante en soi pour qui s'intéresse à la préhistoire des groupes humains, car c'est le principe structurant majeur de nombreuses sociétés du passé. Comprendre l'ethnicité est donc une condition préalable nécessaire pour appréhender le passé. Barthes, né en 1821 et mort en 1865, définit l'ethnicité selon 4 critères. L'origine ethnique, en grande partie biologiquement auto-entretenue. Le partage des valeurs culturelles fondamentales, l'ensemble de croyances, de langues, de coutumes, de traditions et de relations qui identifient une société ou un groupe de personnes. La constitution au sein du groupe d'un champ de communication et d'un réseau d'interaction, la presse, les routes, les réseaux électriques, hydrauliques, etc. Et enfin, l'appartenance qui s'identifie et qui est identifiée par d'autres comme constituant une catégorie distincte d'autres catégories du même ordre. Cependant, comprendre une ethnicité sur des groupes vivant par exemple l'un à Los Angeles et l'autre à Damas, comme si elles étaient identiques, est une erreur. Le contexte culturel, la nature des frontières sociales et les types d'interaction sont tous différents à Los Angeles comme à Damas. Deux ethnies ayant le même patronyme, mais vivant très loin l'une de l'autre, verront leurs us et coutumes contaminés, influencés par les mœurs, les règles et les codes locaux. L'appartenance ethnique en tant que telle est donc difficile à établir, d'autant plus quand l'ethnie en question a disparu et qu'elle n'a laissé que des bribes archéologiques, des artefacts. Rappelons-nous que nous évoluons dans des temps préhistoriques et que donc les ethnies que nous étudions sont dépourvues d'écriture. Dans les vidéos précédentes, nous avons traité des premières cultures non paléolithiques d'Europe centrale et du Proche-Orient. Nous avons vu successivement l'apparition du Mésolithique au Levant avec les Natoufiens, la culture de Séroglazov en Ciscaucasie, le prestigieux site de Göbekli Tepe entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, l'apparition du Néolithique, c'est-à-dire de l'agriculture, entre le Haut-Euphrate et le Haut-Tigre, la remarquable ville de Çatalhöyük, la culture de Mehrgarh I qui voit l'introduction de l'agriculture en Inde, la culture dite de Hassuna en Mésopotamie, première culture néolithique identifiable, la culture d'Obeid en Mésopotamie méridionale, la culture de Starcevo, première culture néolithique européenne, la culture de Bugniers dans le bassin pontique, la culture de Karanovo dans la Thrace et le bas Danube, qui jusqu'alors n'étaient que des lieux de passage, la culture de Samara, troisième culture néolithique de Mésopotamie, la culture de Halaf, également en Mésopotamie, la culture de Shulaveri-Shomu, première culture transcaucasienne, la culture de Mehrgarh II, qui voit l'introduction de la céramique en Inde, la formidable culture de Vinça dans les Balkans, et enfin l'énigmatique culture rubanée qui suit celle de Starcevo et qui s'étend sur une grande partie de l'Europe du Nord et de l'Ouest. Il nous reste à compléter la néolithisation du territoire européen en parlant de sa partie méridionale. La culture cardiale est une culture européenne méridionale qui s'étale de moins 5900 à moins 4700 selon les régions. On la retrouve en Provence et dans le Languedoc pour la France, en Corse, dans les régions tyrrhéniennes du centre et du nord de la péninsule italienne, c'est-à-dire en Ligurie, et sur la côte occidentale de l'Espagne. Cet intervalle de temps qui court de moins 5900 à moins 4700 nous indique que cette culture est contemporaine des cultures continentales de Starcevo, puis de celles de Vinça et Rubané, que l'on associe toutes les trois au terme générique de courant danubien, par opposition au courant méditerranéen dont la culture cardiale représente son morphotype le plus important. Car la culture cardiale est en fait la représentation régionale d'une céramique apparue 500 ans auparavant dans le Levant et qu'on désigne sous le terme de céramique imprimée.
Cette céramique imprimée est d'apparition d'autant plus tardive que ses localisations se situent vers le couchant. C'est ce critère temporel qui témoigne d'un développement culturel suivant l'axe Est-Ouest, du Levant jusqu'en Espagne. Ce développement de la céramique imprimée correspond très exactement au courant méditerranéen des migrations syro-anatoliennes que nous avons déjà évoquées. En effet, les premières attestations de la céramique imprimée se trouvent au Proche-Orient, notamment dans le Levant, à Byblos et à Ougari, sur le littoral méditerranéen syrien. Il est intéressant de noter que cette propension à la navigation naît à cette époque dans cette région. Ce n'est pas un hasard si 5 millénaires plus tard, on retrouve les Phéniciens comme les plus grands navigateurs que le monde ait alors connus. À partir du Levant, la céramique imprimée est ensuite repérée dès -6100 dans de nombreux sites du bassin égéen. L'île grecque de Corfou semble être la toute première implantation des syro-anatolo-levantins, puisque des artefacts sont attestés dès -6200. Mais, dans ces sites égéens, cette céramique imprimée est toujours présente en proportion marginale par rapport aux autres styles locaux de poterie. C'est pourquoi on ne parle pas d'une véritable culture à céramique imprimée, car la désignation de culture est réservée aux sites dans lesquels la poterie, présentant un tel décor, constitue la majorité ou la totalité des productions céramiques. 2 siècles plus tard, à partir de -5900, la céramique imprimée apparaît enfin de manière majoritaire sur les côtes d'Italie du Sud et de Sicile et dans le sud de la Dalmatie, ainsi qu'en Albanie. On parle dès lors de culture cardiale. Vers -5800, la culture cardiale se diffuse sur le littoral tyrrhénien, italien, et méditerranéen, France. En Ligurie, la région qui formera le territoire des Ligures dans l'Italie du Nord-Ouest, dans le Languedoc et en Catalogne, mais aussi sur le versant est de l'Adriatique en Dalmatie. Dans toutes ces régions, les formes et les décors de la céramique évoluent sous l'influence des styles régionaux et parfois très rapidement. Par exemple, dès -5700 en Italie du Sud, la céramique imprimée se distingue de ses homologues. Vers -5200, la culture cardiale est implantée sur le littoral espagnol. Dans toutes ces régions, le développement de la culture cardiale correspond localement aux premières phases du néolithique. Les arrivants, qui traversent les mers par cabotage en pirogue, sont essentiellement, pour ne pas dire presque exclusivement, des contingents d'hommes. Quand ils débarquent en un lieu qui leur semble propice, ils y trouvent le plus souvent une terre vierge. Parfois, ils sont confrontés à des groupes autochtones de chasseurs-cueilleurs, des paléolithiques, présents sur place depuis au moins l'Ulusien, -45 000. On peut même envisager que les arrivants, peu nombreux en comparaison de leurs homologues qui ont choisi la voie pédestre du courant danubien, étaient à la recherche de ces autochtones, au moins de leurs femmes, pour garantir une prospérité à leur colonie. C'est pourquoi ils peuvent opérer des razzias, éliminant les hommes ou les capturant comme esclaves et s'appropriant leurs femmes pour leur propre reproduction. Il semble que ces colons du courant méditerranéen avaient une propension au métissage plus élevée que leurs homologues continentaux du courant danubien, comme nous l'indiquent les paléogénéticiens, lesquels nous montrent une composante génétique chasseur-cueilleur sensiblement plus élevée chez les Méditerranéens que chez les Danubiens. Cette hypothèse rend compte de la différenciation observée entre les traditions techniques au sein des cultures matérielles d'un côté et de l'autre des monts Apennins d'Italie. Une tradition adriatique influencée par les populations balkaniques qui se développent sur l'autre versant de la mer Adriatique, en particulier la culture de Vinça, et une tradition tyrrhénienne dont la maturation est encore mal cernée. Il faut toujours tenir compte que les colons méditerranéens sont des navigateurs et que de ce fait, leurs contingents sont moins nombreux que les contingents de leurs homologues continentaux. Ceci explique sans doute le comportement moins agressif des Méditerranéens vis-à-vis des autochtones. Ceci explique également la diversité relationnelle entre les différents archipels cardiaux. Nous avons évoqué ce comportement conquérant dans les vidéos précédentes.
Par opposition au courant danubien qui a apporté le néolithique en Europe centrale, la colonisation de la Méditerranée occidentale, associée au complexe cardial, s'est probablement produite par des implantations côtières itératives le long du littoral maritime. Ce déplacement à longue distance a été nettement plus épars et rapide que celui observé en Europe centrale, mais nettement moins homogène. Du fait des capacités limitées des embarcations maritimes utilisées dans leur cabotage, le nombre de pionniers était sensiblement plus limité. De même, le maintien des liens commerciaux et culturels avec la terre-mère anatolo-levantine devenait de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'on s'en éloignait, et, pour finir, inexistant. La même problématique s'est posée quelques 6 millénaires plus tard aux Vikings qui se sont implantés en Islande, au Groenland et en Amérique. Au final, la conséquence a été une séparation génétique entre les populations des sites de Méditerranée occidentale avec leurs parents d'origine orientale. La diffusion par voie maritime de cette culture indique qu'elle est l'œuvre de populations migrantes qui maîtrisent la navigation et qui possèdent des embarcations de taille suffisante pour pouvoir transporter sur des distances importantes des animaux domestiques. Il a en effet été démontré que les bovins, les chèvres et les moutons qui apparaissent dans les sites de ces régions occidentaux-méridionales ne sont pas issus des espèces sauvages européennes, mais sont directement issus des espèces domestiquées au Proche-Orient plusieurs siècles plus tôt. Il en est de même pour les plantes cultivées que l'on découvre dans les premiers villages cardiaux. La culture cardiale n'est pas homogène, étant donné les distances qui séparent les différentes implantations. On estime que le rôle des populations locales de chasseurs-cueilleurs paléolithiques dans le processus de développement de la culture cardiale, et donc dans le développement de l'agriculture et de l'élevage, semble être très variable selon les régions considérées. Il est sans doute marginal dans tout le sud de l'Italie, et probablement plus important en Italie du Nord, en Ligurie, et dans le sud de la France, dans le Languedoc. Le modèle de diffusion de la culture cardiale est dit en saut de grenouille. Les villages, fondés d'abord à peu de distance des côtes, sont souvent distants les uns des autres de plusieurs dizaines de kilomètres. Les différences observées dans la taille effective des populations entre les groupes continentaux du courant danubien et les groupes méditerranéens qui nous intéressent ici pourraient être liées à ces modalités de migration. Les groupes d'agriculteurs en expansion du courant méditerranéen ont probablement dû faire face à divers défis et contraintes tout le long de leur voyage. Par exemple, la capacité limitée des embarcations, comme la dépendance aux dangers de la mer. On peut très bien imaginer les pertes maritimes de certaines embarcations à l'occasion de tempêtes marines. Ces défis et ces dangers ont pu réduire la taille initiale de la population et, par nécessité, augmenter les effets fondateurs de ceux qui réussissaient la traversée. Ce qui semble certain, c'est qu'à chaque vague en partance du Proche-Orient, c'est toute une flotte de pirogues qui prend la mer. Les espèces animales domestiques présentes sont dominées par les moutons et les chèvres. Dès le départ, le lait des chèvres a été exploité. Les bovins sont également attestés. Les porcs ne représentent qu'une fraction limitée des importations animales. On imagine la difficulté d'embarquer de tels animaux sur des pirogues, mais on se rassure quand on pense que c'était surtout des petits qu'on emmenait. La chasse constitue toujours un apport important pour la subsistance. Un fort pourcentage des espèces consommées par les arrivants provient effectivement de la chasse. Les colons apportent avec eux la technologie néolithique. En premier lieu, l'agriculture et les outils qui vont avec. Les faucilles pour la récolte et les herminettes pour l'aide à l'extraction des cailloux. En deuxième lieu, la sédentarisation, c'est-à-dire les maisons en dur. Les armes, surtout des arcs, des flèches et des haches en pierre. La technique du fameux four de potier. Le débitage de l'obsidienne qui, nous le savons maintenant, joue un grand rôle dans les rituels funéraires de l'ensemble des premières cultures néolithiques. Les villages associés à la culture de la céramique cardiale sont de dimensions très limitées. Dans tous les cas, il s'agit tout au plus de quelques structures qui ne devaient accueillir que quelques familles. Ils sont tous fondés dans des zones favorables au développement de l'agriculture et de l'élevage. Mais des grottes ont également été fréquentées, au moins de manière occasionnelle, dans la plupart des régions, comme par exemple dans le sud de l'Italie.
À de rares exceptions, comme le village de Favela en Calabre qui semble assez isolé, les villages des agriculteurs éleveurs de la culture de la céramique imprimée sont intégrés à des réseaux de grande ampleur. L'obsidienne des îles de Palmarola au large de la Campanie et de Lipari au nord-est de la Sicile est distribuée jusque dans le sud de la France et dans le sud de l'Italie. Elle est débitée sur place par pression au moins dans une partie des sites, par exemple à Portiragnes dans l'Hérault. Dans le sud de l'Italie, dans la petite péninsule du Gargano, le silex est extrait de mines souterraines dans lesquelles sont aménagées galeries et chambres souterraines. Le silex est distribué brut sur une grande partie de l'Italie du Sud. Il est possible que dès cette période, il soit débité sous la forme de grandes lames par pression au levier. Les haches polies sont ainsi réalisées dans du matériel extrait dans des régions lointaines. Les outils en roche taillée sont relativement variés. Des microlithes sont présents dans plusieurs sites, par exemple dans le sud de la France, à Piero Signado, Portiragnes. Ils sont réalisés par la technique du microburin. Ces éléments sont évocateurs de traditions mésolithiques. Les faucilles sont réalisées sur des segments de lame emmanchés transversalement dans des supports en matière périssable. La céramique porte des décors d'impression et d'incision très simples, ne formant aucune figure et se répartissant sur toute la surface des vases. Ils sont réalisés par différentes techniques. Les potiers ont parfois utilisé des poinçons. Parfois, les décors sont réalisés par des coups d'ongles et des pincements dans la pâte. Et dans certains cas, ils sont réalisés grâce à une coquille de cardium, d'où le nom cardial donné à cette culture céramique. La pâte reste assez grossière. En ce qui concerne la poterie, des figurines en terre cuite représentant des femmes de façon très schématique ont été découvertes dans plusieurs sites de l'Italie du Sud. Des éléments de parure, des perles, des colliers sont aussi attestés dans plusieurs villages. Les pratiques funéraires dans la culture de la céramique cardiale ne sont pas documentées à ce jour. L'extrême rareté des sépultures mises au jour indique que l'inhumation ne constituait pas la pratique funéraire la plus fréquente. Les rares dépouilles que l'on retrouve montrent que les individus semblent avoir été déposés recroquevillés dans des fosses en pleine terre. L'apogée de cette culture cardiale se situe autour de moins 5200. En même temps que des colons s'implantent sur les côtes espagnoles, l'influence du cardial se fait sentir au-delà des régions de base, jusque dans le nord de la France où certains décors céramiques ont visiblement été inspirés de ceux des poteries des communautés méditerranéennes. S'agit-il de la migration à l'intérieur du continent de groupes cardiaux, ou bien d'échanges culturels et commerciaux avec la céramique rubanée, vue dans la vidéo précédente? Cette question reste sans réponse. En tout état de cause, les régions lyonnaises et la vallée de la Saône se présentent comme des zones de contact entre les deux néolithisations du cardial et du rubané. Cependant, à partir de moins 5200, on constate une période de déclin du cardial qui s'étale sur 500 ans. La disparition de cette culture autour de moins 4700 prend des formes très différentes selon les régions. Dans beaucoup de cas, on observe une évolution progressive vers les cultures suivantes. Les cultures issues de la culture de la céramique cardiale sont nombreuses. Parmi celles-ci, on distingue la culture de Guadone, qui se distingue dans le sud de l'Italie, où l'on atteste de sa présence de moins 5800 à moins 5300, notamment dans les Pouilles, qui est alors une plaine très fertile. On la retrouve aussi jusqu'en Campanie. Elle est également ponctuellement attestée jusque dans les régions orientales du littoral adriatique de Dalmatie et d'Albanie. La culture de Stentinello, qui se distingue près de Syracuse en Sicile et dans le centre-sud de la Calabre, est remarquable par sa céramique de grande qualité. Des jarres, des marmites, des tasses, des écuelles à lèvres rentrantes et des bouteilles sont les formes les plus fréquentes. Les poteries comportent souvent des anses surmontées de têtes animales. Les décors très variés forment des bandes ou des zones géométriques constituées de zigzags, de petits cercles, de taches, de flammes ou de pointillés. Ces décors sont incisés dans la pâte avant la cuisson. Après la cuisson, ils sont très fréquemment remplis de pâte blanche, donnant à cette poterie un aspect polychrome.
Une céramique présentant les mêmes caractéristiques existe à Malte.